Chapitre 1. Le son qui a brisé le silence. Tout a commencé, comme tant de tragédies étranges, non pas par un cri, mais par le silence. Le village de Kingswater-on-the-Moor était un lieu qui s'enorgueillissait de sa tranquillité. On n'y trouvait que 12 chaumières le long du chemin, un petit salon de thé et la grande demeure de Lord Alistair Penavon, dressée à l'écart sur la colline, ses fenêtres scintillant comme des yeux froids, scrutant les marais. C'est là, par la nuit brumeuse du 12 novembre, que l'impossible se produisit. Un coup de feu que personne n'entendit. À 11h30 précise, une servante nommée Clara Jennings entra dans la bibliothèque de Penhaven Hall pour allumer le feu. Ce qu'elle vit la fit reculer en titubant dans le couloir, un cri étouffé lui échappant. Lord Penhaven était affalé dans son fauteuil, les yeux grands ouverts, une petite blessure à la tempe, le revolver reposait soigneusement sur le tapis persan. Les portes-fenêtres étaient entr'ouvertes, et le brouillard nocturne s'insinuait comme un voleur. Mais personne avait entendu le coup de feu. Ni les domestiques en bas, ni Lady Penhaven dormant dans sa suite, ni les invités des chambres voisines. Le bruit qui aurait dû déchirer la nuit s'était évanoui. L'inspecteur Graves de la police de Kingswater fut immédiatement convoqué. Cet homme robuste et imposant, à l'air constamment perplexe face à ses propres notes d'enquête, déclara « Il s'agit d'un suicide, sans l'ombre d'un doute. La position du corps, l'arme, le coup unique, tout semblait clair. Pourtant, un détail le taraudait, comme une rage de dents. Le silence. Un revolver tiré à si courte distance aurait réveillé la moitié du comté. C'est cette particularité qui amena, 2 jours plus tard, un homme petit et impeccablement vêtu à Kingswater par le train du matin en provenance de Londres. Monsieur Hercule Poirot arriva, non pas en tant que consultant de police, mais comme invité de Lady Penavon en personne. Il fut accueilli à la gare par le majordome de la famille, Hargreaves, qui se comportait avec la raideur tragique de celui qui est habitué au désastre. « Madame Penhaven vous remercie infiniment de votre venue, monsieur Poirot, » dit Hargreaves, tandis qu'il traversait le brouillard d'automne. « Elle craint que... quelque chose dans cette maison ne soit pas ce qu'il paraît. » Poirot inclina la tête, ses mains gantées soigneusement posées sur ses genoux. « Mon ami, lorsque la mort perturbe l'ordre de la vie, ce n'est souvent pas le bruit de l'acte qui compte, mais le silence qui suit. » Hargreaves ne comprenait pas tout à fait, mais il hocha la tête solennellement. Penhaven Hall émergea de la brume comme un souvenir. Ses murs de pierre étaient drapés de lierre noircis par la pluie, et ses grandes portes s'ouvrirent silencieusement à leur arrivée. À l'intérieur, Lady Penhaven les attendait dans le salon. Une femme grande et digne, vêtue de noir, en signe de deuil, sa beauté pâle mais intacte. « Vous devez me prendre pour une folle, monsieur Poirot, dit-elle doucement. La police est certaine que mon mari s'est suicidé, mais Alistair n'était pas un homme qui cédait au désespoir. Il avait bien des qualités, froid, ambitieux et difficile, mais il n'était pas brisé. » Les yeux de Poirot, ses petits yeux perçants comme des pierres polies, reposaient doucement sur son visage. « Alors, madame, nous devons découvrir pourquoi. » Le silence de cette nuit-là contredit si fortement l'épreuve. Il se déplaça lentement dans la pièce, son regard s'attardant sur chaque détail, le reflet de l'argent sur la cheminée, une fine couche de poussière soulevée près du loquet de la fenêtre, une légère empreinte sur le tapis près de la bibliothèque. « Dites-moi, dit-il soudain, en se tournant vers Lady Penhaven, qui était dans la maison ce soir-là ? » Elle hésita. « Nous n'étions que quelques-uns, mon neveu, Edward Vail, qui était de passage depuis Cambridge, l'associé de mon mari, monsieur Lionel Carruthers, mademoiselle Isabelle Gray, la secrétaire d'Alistair, et ma femme de chambre, Clara Jennings. Les domestiques, bien sûr, étaient dans leur quartier. »« Ah !» murmura Poirot, « un petit cercle, comme c'est pratique, aussi bien pour la vérité que pour le mensonge. » Lady Penhaven détourna le regard. « Vous pensez que l'un d'eux est... » Poirot leva délicatement un doigt. « Je pense, madame, que l'un d'eux c'est quelque chose qu'il préférerait oublier. Et peut-être que le son que personne n'a entendu est celui dont quelqu'un se souvient trop bien. » Il se tourna vers la fenêtre et contempla la lande qui s'étendait à perte de vue, où la brume ondulait comme un souffle sur un miroir. « Avant que la nuit ne s'achève, nous ferons parler le silence. » C'est ainsi qu'Hercule Poirot commença son enquête. Une enquête non seulement sur la mort d'un homme, mais aussi sur l'étrange phénomène d'un son qui s'évanouissait dans le néant et sur les mensonges qui résonnaient fort à sa place. Chapitre 2. Le rassemblement à Penhaven Hall. Le lendemain de l'arrivée de Poirot, le ciel était gris et maussade, comme si la lande elle-même avait jeté un voile de deuil sur le domaine.
La maison était silencieuse, hormis les murmures des domestiques et le doux cliquetis de la porcelaine provenant de la salle à manger. C'est là, dans cette atmosphère pesante de chagrin et de suspicion, qu'Hercule Poirot commença sa discrète observation des vivants. Lady Penhaven avait réuni toute la maisonnée pour le petit déjeuner. Une idée confia-t-elle à Poirot à voix basse, pour retrouver un semblant de normalité. Mais la scène n'avait rien de normal, l'atmosphère était tendue, comme si tous les convives jouaient un rôle dans une sinistre représentation théâtrale. En bout de table trônait Lady Penhaven en personne, pâle et digne, le dos droit. À sa droite se trouvait Edward Vail, son jeune neveu, beau garçon, à l'allure soignée et doté de cette confiance fébrile propre à la jeunesse. Il remuait son café avec une énergie débordante, son regard ne s'attardant jamais longtemps sur personne. À sa gauche, monsieur Lionel Carruthers, grand, aux larges épaules, ses cheveux autrefois noirs grisonnants aux tempes, mangeait machinalement, avec le stoïcisme d'un homme qui a enduré bien des épreuves, mais qui aurait préféré ne pas avoir à affronter celle-ci. En face d'eux était assise mademoiselle Isabelle Gray, la secrétaire de feu, Lord Penhaven, une femme menue, aux gestes froids et mesurés, qui avait l'habitude de toucher son collier lorsqu'on lui parlait. Son calme paraissait déplacé, mais Poirot remarqua que ce calme n'était pas de la sérénité, mais de la retenue. Et là, servant la table d'une main tremblante, se trouvait Clara Jennings, la femme de chambre qui avait découvert le corps. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais sous son chagrin, Poirot perçut autre chose, une vigilance anxieuse, comme si elle craignait non pas les fantômes, mais les vivants. Poirot lui-même était assis au bout de la table, sa serviette pliée avec précision, son petit déjeuner intact, à l'exception d'une tranche de pain grillé. Il écoutait, il observait, il feutre. L'atmosphère de la pièce était comparable à celle d'un médecin prenant le pouls d'un patient fiévreux. « Je ne peux plus supporter cela, » finit par dire Lady Penhaven, brisant le silence pesant. « Cela, faire semblant de continuer. Chaque recoin de cette maison me le rappelle. » Sa voix trembla. Carruthers posa sa tasse avec une précaution délibérée. « Pardonnez-moi, madame, mais il faut se rendre à l'évidence. » Alistair était soumis à une forte pression, financière et politique. La pression devait être insupportable. Edward leva brusquement les yeux. « C'est absurde. Mon oncle était un dur à cuire. Il ne se serait pas suicidé pour quelques soucis d'affaires. » Poirot se tourna légèrement vers lui, l'air doux. « Vous connaissiez bien votre oncle, monsieur Val ?» Edward hésita. « Je suppose que oui. J'ai passé des vacances ici quand j'étais enfant. Il était strict, distant, mais pas faible. »« Ah !» dit Poirot d'un ton doux. « Et pourtant, bien des hommes ont craqué non par faiblesse, mais par orgueil. » Miss Gray prit alors la parole, d'une voix basse mais précise. Lord Penhaven était un homme de contrôle. Il appréciait l'ordre, la précision. Il abhorrait toute forme d'improvisation. Le suicide, pour lui, aurait été le chaos. Carruthers laissa échapper un petit rire amer. « Vous parlez comme si vous le connaissiez mieux que sa propre femme. » Les yeux d'Isabelle ont vacillé, une seule fois, mais Poirot l'a vu. Lady Penhaven se leva brusquement. « Messieurs, mademoiselle Gray, je crois que nous en avons assez pour ce matin. Monsieur Poirot, s'il vous plaît, je voudrais m'entretenir avec vous en privé. » Les autres murmurèrent un acquiescement poli et s'éloignèrent, disparaissant chacun dans les couloirs obscurs de Penhaven Hall. Poirot resta assis un instant de plus, le regard pensif fixé sur la place qu'aurait occupée Lord Penhaven, la tête de table désormais vide. Puis, se levant, il suivit Lady Penhaven jusqu'à la bibliothèque. La pièce était exactement comme on l'avait décrite. La chaise où le corps avait été retrouvé, la légère odeur de poudre persistante comme un souvenir, les portes-fenêtres ouvertes donnant sur la terrasse. Le revolver avait été saisi par la police, mais le regard perçant de Poirot parcourait les lieux comme s'il pouvait encore percevoir les échos des événements de cette nuit-là. « Voyez-vous, monsieur Poirot, commença doucement Lady Penhaven, c'est ici que cela s'est passé. Les domestiques jurent n'avoir rien entendu. Je dormais dans ma suite. Seule la pauvre Clara l'a découvert. » Poirot s'approcha lentement de la fenêtre, ses doigts effleurant le loquet. Cette fenêtre était-elle ouverte lorsqu'on a découvert le corps ? Oui, exactement comme vous le voyez maintenant. Et pourtant, aucun bruit ne s'est fait entendre. Un coup de revolver a retenti à l'intérieur. Curieux. L'inspecteur Graves a dit que le brouillard avait peut-être étouffé le bruit. Poirot esquissa un sourire. Le brouillard, madame, peut cacher les yeux, mais pas les oreilles. Il se pencha légèrement, examinant le sol. Une légère trace de boue reliait la fenêtre au bord du tapis.
Elle était si subtile que seul un homme doté du sens aigu de la symétrie de Poirot pourrait la remarquer. « Dites-moi, Lady Penhaven, finit-il par demander, votre mari avait-il des ennemis ?» Elle parut surprise. « Des ennemis ? Oh, beaucoup, j'imagine. Il était impitoyable en affaires, cruel en politique, mais ces hommes sont tous à Londres, loin d'ici. Tôt... Et pourtant, la mort, madame, voyage facilement, surtout lorsqu'on l'invite. » Lady Penhaven se redressa. « Vous insinuez quelqu'un dans cette maison ? Je ne suggère rien, madame. Observez. » On frappa à la porte. C'était Hargreaves, le majordome, l'air parfaitement neutre. « Excusez-moi, madame, monsieur Carruthers souhaiterait parler à monsieur Poirot, si cela lui plaît. »« Ah, très bien, » dit Poirot en redressant ses poignets. « Écoutons ce que monsieur Carruthers a à dire. Souvent, ce ne sont pas les mots prononcés, mais la manière dont ils sont prononcés qui révèle la vérité. » Carruthers les attendait dans le fumoir, debout près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Lorsque Poirot entra, il se retourna brusquement, la mâchoire serrée. « Je vais être franche, monsieur Poirot. Je n'ai rien à cacher. J'ai été l'associé de Lord Penhaven pendant 15 ans. Notre cabinet, Carruthers et Penhaven, était sur le point de connaître une expansion majeure. Mais le mari de votre cliente changeait. Il était distrait, secret. Il y avait des irrégularités financières. »« Ah !» dit Poirot d'une voix douce. « Des irrégularités ?» Carruthers hocha la tête d'un air sombre. 10 000 livres qui ont été retirées de notre compte joint, à mon insu. Je l'ai confronté la veille de sa mort. Il a minimisé l'affaire, la qualifiant de privée. Je l'avais prévenu que le secret engendre le désastre. Peut-être a-t-il pris mes paroles au pied de la lettre. Poirot le regarda fixement. « Et où étiez-vous, monsieur, la nuit de sa mort ?»« Dans ma chambre d'amis. Je n'ai rien entendu, rien vu. Si vous me soupçonnez, vous perdez votre temps. »« Suspect ?» Le sourire de Poirot était discret. « Je soupçonne tout le monde, monsieur. C'est le seul moyen de trouver les innocents. » Carruthers hocha la tête d'un air crispé et quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir. Poirot s'attarda, repassant en revue les fragments qu'il avait rassemblés. Le coup de feu silencieux, la fenêtre ouverte, l'argent disparu, les regards tendus échangés entre la veuve, la secrétaire et l'associé. Et surtout, le silence, épais, anormal, comme un mur érigé pour dissimuler quelque chose d'effroyable. Lorsqu'il regagna enfin sa chambre, Hastings l'aurait sans doute trouvé, en d'autres circonstances, plongé dans ses pensées devant un feu. Mais à présent, seul, Poirot se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate. « Eh bien, Hercule, murmura-t-il doucement à son reflet, l'affaire commence. Un homme qui se vantait de tout contrôler meurt dans le chaos. Une arme qui parle ne fait aucun bruit. Et 5 personnes dînent ensemble, chacune cachant un secret dans son regard. Il esquissa un sourire, le sourire d'un homme qui avait déjà perçu le faible murmure de vérité sous le silence. Dehors, le vent agitait la brume sur la lande, et au plus profond de la maison, une porte s'ouvrit doucement en grinçant, comme un souffle retenu trop longtemps enfin relâché. La maison de Penhaven s'éveillait, et avec elle le premier véritable frisson de peur. Chapitre 3. Ombre et contradiction. Le lendemain du petit déjeuner agité, le brouillard s'épaissit autour de Penhaven Hall, tel un secret inavoué. Même le soleil matinal ne parvenait pas à percer la grisaille qui pesait sur les fenêtres. On aurait dit que l'air lui-même conspirait à maintenir le silence. Hercule Poirot, pourtant, ne s'en laissa pas abattre. Il aimait, comme il le disait souvent, le calme. Il permettait de déceler plus facilement les mensonges. En milieu de matinée, il avait commencé ses entretiens privés. Lady Penhaven, avec la délicatesse d'une hôtesse encore soucieuse de ses devoirs, lui avait proposé d'utiliser le salon du matin, une petite pièce donnant sur les jardins S, où une faible lumière filtrait à travers des rideaux de gaz. Poirot prit place, près d'une table en chêne poli, un carnet devant lui, bien qu'il n'écrivât guère plus d'un mot ou deux. Il préférait laisser ses petites cellules grises enregistrer les informations. Sa première visiteuse fut mademoiselle Isabelle Gray. Elle entra avec la grâce sereine d'une femme qui n'avait rien à cacher, ou tout. Vêtue d'une simple robe grise, elle ressemblait davantage à une gouvernante qu'à une secrétaire. Elle s'assit en face de Poirot, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. « Mademoiselle Gray, commença-t-il doucement, vous avez travaillé pour Lord Penhaven pendant combien de temps ? » « 2 ans, monsieur Poirot. »« Ah, une époque non négligeable. Dites-moi, quel genre d'homme était-il » Elle hésita, comme pour peser ses mots. « Exigeant ? Intelligent ? Difficile. Il appréciait la précision
et détester les émotions. L'avez-vous apprécié? La question de Poirot était posée doucement, comme une épingle jetée dans l'eau calme. Elle croisa son regard avec une pointe de surprise. Je le respectais. Le respect, mademoiselle, est le masque de la politesse derrière lequel se cache souvent la peur. Et vous, aviez-vous peur de lui? Un léger silence. Peut-être un peu. Il n'était pas tendre avec ceux qui le décevaient. Poirot inclina la tête. Et vous l'avez déçu? Je... Elle s'interrompit. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Permettez-moi d'être précis, car votre défunt employeur aurait apprécié cette qualité. Il y a eu une querelle, peut-être, un désaccord ces dernières semaines. Le regard de mademoiselle Gray se porta brièvement vers la fenêtre. Il y a eu un malentendu au sujet d'une lettre. Lord Penhaven m'a accusé de l'avoir mal classée, à tort, je tiens à le préciser. On l'a retrouvée plus tard, dans le tiroir de son bureau. Ah, et s'est-il excusé? Ses lèvres se pincèrent. Ce n'était pas un homme qui s'excusait. Poirot acquiesça. Et la nuit de sa mort, j'étais dans ma chambre. Je n'entendais rien. Le brouillard était épais et le vent fort. J'ai lu jusqu'à minuit, puis je suis allé me coucher. Poirot la contempla en silence pendant un long moment. Vous aimez lire, n'est-ce pas? Oui. Alors peut-être lisez-vous de trop près et observez-vous trop, mademoiselle. Cela peut être dangereux dans une maison pleine de secrets. Son sang-froid vacilla légèrement. Je ne vous comprends pas? Non, non, dit doucement Poirot en se levant de son fauteuil. Vous comprenez parfaitement. C'est simplement que vous ne comprenez pas. Souhaita. Il la congédia d'un signe de tête courtois, la regardant s'éloigner avec la même grâce, mais avec moins de calme. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau pour laisser entrer Edward Vail, le jeune neveu. Il entra d'un pas vif, le visage ouvert mais inquiet. Il scruta la pièce comme s'il s'attendait à des pièges cachés. « Alors vous êtes le grand Hercule Poirot, dit-il en esquissant un sourire. Ma tante dit que vous prouverez que l'oncle Alistair ne s'est pas suicidé. J'espère qu'elle a raison. Cet endroit est maudit. » Poirot inclina la tête. « Maudit, peut-être, par le silence, mon cher. Dites-moi, quelle était votre relation avec votre oncle ?» Edward se remua, mal à l'aise. Nous n'étions pas proches. Il était froid. Il a toujours pensé que j'étais oisif, une déception. Il n'approuvait pas mes études. Et pourtant, vous êtes venu? Oui, ma tante m'a invité. Elle pensait que ce serait bien pour nous de nous réconcilier. Le regard de Poirot s'aiguisa légèrement. Et vous? Edward rit doucement, sans humour. À peine. Il m'a accusé d'avoir emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Il a dit que je faisais honte au nom de famille. Ah, murmura Poirot. Encore l'argent. Il a cette curieuse façon de lier les gens et de les séparer. Aviez-vous une dette, monsieur Val? Edward serra les dents. Quelques dettes? Rien de grave. À qui? Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Mais c'est la pertinence du mobile, mon ami Ed, dit Poirot d'une voix douce. Voyez-vous, l'homme qui craint la ruine et celui qui la provoque partagent souvent les mêmes nuits blanches. Édouard plissa les yeux. Tu crois que je l'ai tué? Pour de l'argent? Poirot écarta les mains. Je ne pense à rien. Je me contente de noter, d'observer et de me souvenir. Voyez-vous, je suis comme un miroir reflétant ce qui est devant moi. Mais le miroir, monsieur Val, ne ment pas, il ne fait que montrer ce qui est déjà là. Edward se leva brusquement. Vous allez perdre votre temps ici, Poirot. Mon oncle était son propre pire ennemi. En effet, dit Poirot d'une voix douce. Mais parfois, le pire ennemi a le visage d'un autre. Édouard partit, ses pas résonnant bruyamment dans le couloir. Poirot soupira en se massant les tempes. Jeunesse, orgueil, ressentiment. Tant de petites braises qui n'attendent qu'une étincelle. Son entretien suivant fut avec Clara Jennings, la femme de chambre. Elle entra timidement, en tordant son tablier entre ses mains. Son regard balayait la pièce, comme si elle craignait de voir apparaître le mort en personne. « Vous avez peur, mademoiselle, dit Poirot avec douceur. Mais du courage, hein, vous avez déjà vu le pire. Elle déglutit difficilement. Je n'aime pas en parler, monsieur. Je le vois encore. Assis là, exactement comme je l'ai trouvé. Dis-moi, Clara, quand tu es entrée dans la pièce, qu'as-tu remarqué en premier? L'odeur de fumée. Elle était âcre, la fenêtre était ouverte et le rideau flottait. La main de son Excellence était posée sur l'accoudoir, encore chaude. Chaud? Les yeux de Poirot brillèrent. C'est intéressant. Et pourtant, vous avez crié et vous vous êtes enfui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc personne d'autre n'est entré avant l'inspecteur Graves? Personne. Seul monsieur Carruthers est descendu ensuite. Il était blanc comme un linge. Il a dit qu'il m'avait entendu crier et qu'il était venu en courant.
Ah oui, et quand les autres sont arrivés, Lady Penhaven s'est évanouie. Miss Grey était silencieuse, trop silencieuse, et Maître Édouard, il avait l'air surtout en colère, je ne l'oublierai jamais. Poirot hocha la tête, pensif. Merci, mademoiselle. Une dernière question. Cette fenêtre, vous souvenez-vous si le loquet était cassé ou grippé? C'était difficile, monsieur. J'ai dû forcer pour le fermer le lendemain matin. Poirot esquissa un sourire. Bon, vous m'avez été d'une grande aide. Parfois, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Une fois qu'elle fut partie, Poirot resta à la fenêtre et contempla la lande. Le brouillard commençait à se dissiper légèrement, dévoilant les contours du domaine, l'étang sombre, l'alignement de vieux arbres, le chemin de gravier menant au portail. Quelque part là-bas se trouvait la pièce manquante, le murmure qui donnerait un sens au silence. Lady Penhaven entra discrètement derrière lui. Vous leur avez tous parlé? Pour l'instant, oui. Mais leurs paroles, madame, ne s'accordent pas. Elles sont comme les pièces d'un puzzle, forcées à leur place. Elle hésita. Vous croyez que l'un d'eux a tué mon mari? Poirot se tourna vers elle, le visage impassible. Je crois qu'on ne se tire pas une balle dans la tête sans faire de bruit. Le silence, madame, n'est pas naturel. Il est fait. Et pour instaurer un tel silence, il faut une intention. Son visage pâlit. Alors qui? Il leva la main. Pas encore. À vrai dire, elle est comme une femme qu'il faut courtiser et non contraindre. Demain, j'examinerai de nouveau la bibliothèque. Il y a là quelque chose, une petite chose, négligée, qui attend mon attention. Lorsque Lady Penhaven le quitta, Poirot se retrouva seul, une légère brise agitant les rideaux à ses côtés. Il le sentait désormais, le pouls du mensonge qui coulait sous les murs de Penhaven Hall, constant et glacial. Il murmura doucement pour lui-même. Ce silence n'était pas un hasard. C'était une performance, et dans toute performance, il y a un public et un acteur qui oublie son masque. Dehors, les nuages se déplacèrent légèrement, projetant un mince rayon de lumière sur la lande. Au loin, une horloge sonna 4 heures, son carillon résonnant faiblement dans la brume, un son qui, contrairement au coup fatal, refusait de se taire. Chapitre 4. La bibliothèque revisitée. Le lendemain matin, une bruine maussade brouilla les vitres de Penhaven Hall, les teintant de gris argenté. La maisonnée s'éveilla lentement, accablée par le poids d'une nouvelle journée empreinte de mystère. Poirot se leva tôt, impeccable comme toujours, sa moustache aussi finement dessinée que son dessin. Aux yeux des domestiques, il paraissait calme, presque gai, mais pour ceux qui le connaissaient bien, cette sérénité n'était que le reflet d'une profonde réflexion. Il prit son petit déjeuner seul, se contentant d'un œuf à la coque, cuit exactement 4 minutes, et d'une tranche de pain grillé. Lorsque Lady Penhaven entra, pâle et visiblement fatiguée, il la salua avec une courtoisie discrète. « Vous me pardonnerez, madame, dit-il, si je ne suis pas l'incarnation de la compassion ce matin. L'heure est à la précision, non à la pitié. » Elle esquissa un sourire faible et las. « Faites ce que vous devez, monsieur Poirot. Cette maison, je commence à m'y sentir étrangère. » Poirot inclina la tête. « Oui, madame, c'est parce que la vérité ne s'est pas encore installée ici. » Quand l'horloge sonna 10 heures, il retourna à la bibliothèque. Cœur du crime, et il le soupçonnait, cœur de toutes les tentâtes, les tromperies qui s'y étaient tissées, si bien tissées depuis. L'air était encore imprégné de cette légère et âcre odeur de poudre, persistante comme un souvenir tenace. Les domestiques avaient pris soin de ne pas trop déranger depuis le départ de la police. La chaise était toujours à sa place, le tapis aplati là où le corps avait reposé. Poirot commença son examen non pas par de grands gestes, mais par une observation lente et délibérée. Il se tenait au centre de la pièce, les yeux mi-clos, reconstituant la scène. « Lord Penhaven est assis dans son fauteuil, murmura-t-il. Un homme fier, méticuleux. Le revolver est à côté de lui, la fenêtre est ouverte. Le silence est total. Eh bien, comment est-ce possible? Il s'approcha du bureau où reposaient Copam, le buvard et la plume, intacts. Des lettres étaient soigneusement empilées, certaines non ouvertes, l'une d'elles à moitié écrite de la main ferme et précise de Lord Penhaven. Le regard de Poirot s'aiguisa. La lettre ne comportait qu'une seule ligne. Si vous persistez dans cette voie, vous le regretterez. Il lut le papier 2 fois, puis le remit à sa place. Le nom du destinataire avait été arraché. Il se tourna vers les porte-fenêtres. Le loquet, comme Clara l'avait dit, était dur. Il l'examina avec une petite loupe, ses doigts fins et précis.
Le métal portait de légères rayures, récentes, faites par un objet fin et métallique. Poirot esquissa un sourire. Alors mon coup de feu silencieux, peut-être que ce n'était pas aussi simple qu'un coup de feu seul. À ce moment-là, il entendit une voix douce derrière lui. Vous êtes très consciencieux, monsieur Poirot. C'était mademoiselle Gray. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son calme retrouvé, bien que ses mains jointes devant elle trahissent une tension palpable. La minutie, mademoiselle Goueton, répondit Poirot, est le seul chemin qui permette de sortir de la confusion. Elle s'approcha, jetant un regard inquiet vers la chaise. Je devais passer. Les comptes que je prépare sont sur ce bureau. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, dit Poirot en s'écartant. En fait, vous pouvez m'aider. Dites-moi, mademoiselle, la nuit du drame, Lord Penhaven a-t-il envoyé des lettres ? Son expression changea. Oui, il m'en a dicté une plus tôt dans l'après-midi. Elle était adressée à monsieur Carruthers. Il m'a demandé de la poster moi-même. J'ai oublié. Ah, et cette lettre, que contenait-elle ? Je ne saurais pas. Il l'a scellée avant que je ne quitte la pièce. Le regard de Poirot resta fixé sur elle. Et pourtant, vous avez jugé préférable de ne pas en parler avant ? Elle rougit légèrement. L'inspecteur Graves ne m'a rien demandé. Et moi... Enfin, je ne pensais pas que ça avait d'importance. Tout compte, mademoiselle. Dans un meurtre, même le silence a son importance. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Edward Vail entra d'un ton sec, presque provocateur. « Ah, Poirot, vous fouinez encore ici. On m'a dit de ne pas sortir. C'est vous qui avez fait ça ?» Poirot sourit poliment. « Non, monsieur, c'est le souhait de Lady Penhaven. En attendant d'y voir plus clair, il vaut mieux que tout le monde reste discret. À vrai dire, elle est comme un oiseau timide. Elle s'envole dès qu'on la dérange. » Edward laissa échapper un petit rire. La vérité peut-être. Mais les mensonges prospèrent en captivité. Les yeux de Poirot brillèrent. Une remarque philosophique, monsieur. Une remarque qui suggère l'expérience. Edward ignora la remarque et prit un livre sur l'étagère, l'ouvrant d'un geste nerveux. Cette maison est suffocante. Chaque couloir murmure. Même Carruthers perd son calme. « Ah !» dit Poirot d'un ton léger. « Monsieur Carruthers supporte mal l'attention ? Pas ces derniers temps. Il boit davantage et fait les 100 pas. Je l'ai surpris près du téléphone hier soir. Il disait appeler Londres, mais quand je suis entré, il a raccroché. » Poirot hocha lentement la tête. « Et quelle heure était-il ? » ?»« Après minuit. » Poirot inclina la tête, pensif. « Merci, monsieur Vail. C'est un plaisir d'avoir une observation aussi attentive. » Édouard haussa les épaules et quitta la pièce en marmonnant quelque chose à propos de détectives étrangers et de leurs énigmes. Quand il fut parti, mademoiselle Gray laissa échapper un léger soupir. Il détestait son oncle, vous savez. Tout le monde le détestait, à sa manière. Lord Penhaven avait le don de se faire des ennemis parmi ceux qui dépendaient de lui. Poirot se tourna vers elle, un sourcil levé. « Et vous, mademoiselle, étiez-vous aussi son ennemi ?» Elle soutint son regard, d'une voix assurée. « J'étais sa servante, monsieur Poirot, et les servantes apprennent la sagesse de l'obéissance. » Le sourire de Poirot était discret et entendu. Parfois, l'obéissance est aussi une forme de rébellion. Lorsqu'elle fut partie, Poirot reprit son examen de la pièce. Il examina la cheminée, la bibliothèque, les tapis, et enfin la petite table d'appoint près du fauteuil. Là, sous le bord d'une pile de vieux journaux, il découvrit quelque chose qui le fit s'arrêter. Un petit objet en laiton, incurvé et lisse, presque invisible. Il se pencha et le ramassa. C'était un morceau de métal, la moitié d'un étui circulaire, noirci sur le bord intérieur. Ce n'était ni une balle, ni un étui de revolver. C'était autre chose. Poirot l'examina à la lumière. « Un silencieux, murmura-t-il. Mais cassé, et seulement la moitié. L'autre moitié, peut-être, est encore chez son propriétaire. » Il resta immobile, le faisant tourner entre ses doigts. « Voilà donc comment, mon ami, on tire un coup de feu que personne n'entend. Mais qui, je me demande, posséderait un tel savoir ou une telle intention ?» Il glissa le fragment dans sa poche et contempla une dernière fois la scène. À présent, le silence semblait parler autrement. Il pouvait presque entendre le déroulement des événements dans le silence. Une conversation peut-être animée, une arme déjà préparée, une lutte contenue dans cette pièce, et le coup de feu, étouffé, délibéré, mortel. Plus tard dans l'après-midi, Poirot convoqua Lady Penhaven, Carruthers, Edward Vail, Miss Gray et Clara Jennings au salon. Son ton était léger, presque familier, mais son regard était toujours aussi perçant. « Mesdames et messieurs, dit-il, je trouve utile de voir mes suspects, pardon, mes amis, ensemble. La conversation, c'est comme un miroir,
Elle révèle celui qui ne supporte pas son propre reflet. Caruthers fronça les sourcils. Si c'est encore un de vos jeux, Poirot. Ce n'est pas un jeu, monsieur. C'est un processus. J'écoute, j'observe, et la vérité, elle s'avance, timide, mais inévitable. Lady Penhaven joignit les mains. Vous avez trouvé quelque chose ? Poirot esquissa un sourire. J'ai trouvé l'écho du crime, et bientôt nous le ferons parler. Il se tourna vers Caruthers. Monsieur, on m'a dit que vous aviez passé un coup de téléphone hier soir. À Londres, Mull ? Caruthers se raidit. Une affaire personnelle, je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Mais oui, cela m'inquiète beaucoup. Car peut-être, monsieur, vous n'appeliez-vous pas un ami, mais un banquier, ou un fournisseur de certains appareils mécaniques ? Caruthers pâlit. Qu'insinuez-vous ? Les yeux de Poirot pétillèrent. Rien, pour l'instant. Je remarque simplement que le silence, monsieur, n'est jamais naturel. Il doit être savamment orchestré, comme une arme de précision, et celui qui l'a façonné dans cette maison l'a fait avec un dessein bien précis. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Seul le faible crépitement du feu venait rompre la tension. Poirot demeurait immobile, laissant le poids de ses paroles peser sur l'assistance. Puis, dans ce silence chargé de tension, la vieille horloge sur la cheminée sonna l'heure. 1, 2, 3. Le carillon résonna doucement, avec insistance, comme un son que personne ne pouvait feindre d'ignorer. Poirot esquissa un sourire. « Oui, murmura-t-il. Le silence commence à se rompre. » Chapitre 5. La première fausse piste. Le lendemain matin, le ciel était gris et hésitant, une brume enveloppant les pelouses de Windermere Hall comme le souffle persistant de la nuit précédente. Poirot et moi prîmes le petit déjeuner dans la véranda, une pièce charmante de verre et de lierre, bien que l'atmosphère y fût lourde d'un malaise palpable. La maisonnée était réunie par petits groupes. Lady Windermere, les mains tremblantes et sa tasse de thé intacte, le capitaine Lyle arpentant la pièce avec l'agitation d'un homme incapable de rester inactif, et Evelyn Marsh, pâle mais sereine, le regard absent, comme si elle tentait de se souvenir d'un rêve qui refusait de se concrétiser. Poirot, en revanche, restait serein. Il cassa son œuf à la coque avec une précision mesurée et beurra sa tartine avec une minutie quasi cérémoniale. Il scruta la table comme s'il s'agissait d'un échiquier. « Mon ami, me dit-il doucement, observe comment le chagrin s'exprime. Chacun joue sa propre petite pièce d'émotion. Il y a l'acteur qui fait semblant de trop ressentir et celui qui cache complètement ses sentiments. Tous deux sont suspects, n'est-ce pas ? Avant que je puisse répondre, l'inspecteur Graves entra d'un pas vif, ses bottes laissant de légères traces de rosée sur le carrelage. « Monsieur Poirot, commença-t-il en saluant d'un geste de la main, nous avons progressé. Le jardinier, le vieux Harrow, a trouvé quelque chose près de la haie, à proximité de la terrasse, et un revolver qui a tiré récemment. » Lady Windermere s'exclama, stupéfaite. « Un fusil ? Mais c'est absurde. Mon mari ne gardait aucune arme à feu à la maison. » Poirot plissa les yeux et se leva. « Madame, quelqu'un a donc pris grand soin de faire en sorte qu'une telle arme n'apparaisse ici qu'après le crime. Nous avons suivi Graves à travers les jardins, la brume se dissipant à mesure que le pâle disque du soleil s'élevait dans le ciel. Près de la haie, à proximité d'un banc de pierre, l'inspecteur désigna l'arme du doigt, un petit revolver noir, à demi dissimulé sous un amas de feuilles mortes. Poirot se pencha, mais ne le toucha pas. « Étrange, murmura-t-il, un Webley, à première vue. Et voyez, aucune trace d'empreinte digitale, bien sûr. Notre meurtrier n'est pas négligent. » Graves laissa échapper un petit rire. « Nous avons tout de même trouvé un mouchoir à proximité, monogrammé E.M. Il appartient sans doute à mademoiselle Marsh, elle nous expliquera bien assez tôt. J'ai retenu mon souffle. Mon Dieu, Poirot, serait-ce possible ? Il me fit taire d'un geste de la main. Patience, Hastings, nous ne devons pas laisser les preuves penser à notre place. Mais Graves retournait déjà vers la maison, le revolver et le mouchoir rangés dans une pochette. Evelyn Marsh fut convoquée à la bibliothèque, où l'interrogatoire commença sous les hautes fenêtres et les portraits austères des ancêtres de Windermere. Poirot resta assis, silencieux, les mains jointes sur les genoux, tandis que Graves menait l'interrogatoire. « Mademoiselle Marsh, dit l'inspecteur, ce mouchoir a été retrouvé près du lieu du meurtre. Il porte vos initiales. Comment expliquez-vous cela ?» Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Je ne sais pas. Ce mouchoir, oui, il est à moi, mais je l'ai perdu il y a 2 jours. Je pensais qu'il était peut-être tombé dans le jardin. »« Vous l'avez perdu, » répéta Graves avec scepticisme. « Et pourtant, il réapparaît à côté d'un revolver, à quelques mètres de l'endroit où Sir Reginald a été abattu.
Plutôt pratique, non ? Je jure que je n'y suis pour rien, s'écria-t-elle. Je tenais à Sir Reginald. Il a été gentil avec moi quand personne d'autre ne l'était. Lady Windermere renifla bruyamment. Gentil, oui, beaucoup trop gentil. Vous oubliez, ma chère, que les domestiques ne connaissent pas toujours leur place. La voix de Poirot perça la tension calme et posée. Madame, nous ne sommes pas ici pour parler de classe, mais de vérité. Il se tourna vers Evelyne. Dites-moi, mademoiselle, la nuit du meurtre, vous avez dit que vous étiez dans votre chambre. Quelqu'un peut-il le confirmer ? Elle hésita. Non, je lisais. Je me suis couché tôt. Et pourtant, dit Poirot d'une voix douce, vous avez entendu un son que personne d'autre n'a entendu, ce son unique et étrange qui a attiré votre attention. Evelyne fronça les sourcils. Oui, j'ai entendu quelque chose comme un léger sifflement. Mais j'ai cru que c'était le vent. Poirot se pencha en avant. Mademoiselle, le vent ne siffle pas ainsi. Êtes-vous absolument certaine que ce n'était pas un souffle humain ? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je ne sais pas. C'était si doux. Ça aurait pu être n'importe quoi. L'inspecteur Graves sourit d'un air sombre. Un sifflement, hein ? Peut-être un signal entre elle et Sir Reginald. Ou entre elle et son assassin. Il y a là un mobile suffisant, si vous voulez mon avis. Le regard de Poirot se posa sur l'inspecteur, légèrement réprobateur. On ne saute pas du mouchoir à l'échafaud, mon ami. Examinons plutôt ce qui manque. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, son reflet à peine perceptible dans la vitre. Un revolver, découvert trop opportunément. Un mouchoir, placé là où on le trouverait forcément. Un sifflement qu'on a peut-être entendu, peut-être pas. Non, non, cette mise en scène est trop parfaite. Le meurtrier veut qu'on pense à mademoiselle March, donc elle est forcément innocente. Graves fronça les sourcils. Vous pensez que les preuves ont été fabriquées ? Poirot esquissa un sourire. Je pense, inspecteur, que notre meurtrier comprend la nature humaine. Et la nature humaine est la preuve la plus convaincante qui soit. Le reste de la matinée fut consacré à de nouveaux interrogatoires. Le capitaine Lyle garda son sang-froid, bien que Poirot remarquât sa tendance à jeter des regards à Evelyne avec une sorte de pitié, ou peut-être de culpabilité. Lady Windermere s'irritait d'heure en heure. Ses remarques devenaient plus acerbes, son chagrin teinté d'une certaine attitude défensive, et monsieur Arthur Carrow, l'associé de Sir Reginald, arriva de Londres cet après-midi-là, prétendant avoir appris la nouvelle par télégramme. Le visage rougeaud, l'air pressé, il parla du défunt avec un respect exagéré. Poirot le salua poliment. « Vous étiez attendu hier, monsieur. Sir Reginald a mentionné votre visite. »« Oui, oui, » répondit rapidement Carrow. « Des retards inévitables, des affaires en ville. C'est terrible, terrible. Qui a bien pu faire ça ? » « En effet, » dit Poirot en l'observant attentivement. « Qui donc ?» Ce soir-là, après le départ de la police et le retour d'un silence pesant dans la maison, Poirot et moi étions assis dans le petit salon. La pluie avait recommencé, faible et régulière. « Alors, Poirot, dis-je, vous ne croyez pas mademoiselle March coupable ?» Il sourit, les yeux pétillants. « Non, mon cher Hastings. Le mouchoir, le revolver, même ce soi-disant sifflet, tout cela crie trop fort. La vraie culpabilité, mon ami, se murmure. » Il se laissa aller en arrière, fermant les yeux un instant. « Mais il y a quelque chose, Hastings. Quelque chose dans la façon dont ces indices sont agencés me perturbe. Quelqu'un met en scène une représentation pour nous, et derrière chaque représentation, il y a un metteur en scène. » « Alors qui ?» Poirot ouvrit les yeux. « Ah, cela nous verrons bien. Mais retenez bien mes paroles. Avant que cette affaire ne soit terminée, il y aura un autre acte et peut-être un autre crime. » Dehors, le vent se leva, portant dans les couloirs un son si faible qu'il aurait pu être le fruit de l'imagination, un sifflement doux et plaintif, comme l'écho de quelque chose que seule Evelyne March avait entendu. Chapitre 6. Le second silence. Le lendemain de la découverte du revolver, le silence régnait, presque surnaturel. Même les oiseaux semblaient abattus, comme si le domaine tout entier retenait son souffle sous l'épais brouillard. Windermere Hall, malgré toute sa splendeur, avait pris des allures de mausolée. Les domestiques se déplaçaient silencieusement dans les couloirs, chuchotant, tandis que la famille, réunie dans la salle à manger, était assaillie d'une tension palpable, telle une brume humide. Poirot trônait en bout de table, non par rang, mais par présence. Sa silhouette menue était d'une élégance parfaite, sa serviette pliée avec une précision géométrique. Lady Windermere l'observait de l'autre côté de la table,
le visage pâle, étiré, sa voix jadis impérieuse, désormais fragile comme de la porcelaine. Le capitaine Lyle était assis raide à côté d'elle, le regard rivé sur son assiette intacte. Evelyn Marsh se tenait près de la fenêtre, les mains jointes devant elle, les yeux fixés sur l'étendue grise de la pelouse. « Madame, commença doucement Poirot, vous êtes sûre que votre mari n'avait pas d'ennemis? Personne qui puisse lui en vouloir en dehors de cette maison ?» Les lèvres de Lady Windermere se pincèrent. Sir Reginald était un homme respecté, monsieur Poirot. Il avait peut-être des rivaux, mais pas d'ennemis. Ses affaires étaient complexes, certes, mais pas corrompues. Arthur Carrow, assis au fond de la salle, laissa échapper un rire sec. Complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, Lady Windermere. Votre mari était rusé, voire impitoyable. Il avait le don de faire en sorte que les opportunités tournent à son avantage. Poirot tourna son regard vers lui. « Vous étiez son associé, monsieur. Vous avez certainement profité de son intelligence. » Carrow se redressa, mal à l'aise. « Bien sûr, nous l'avons tous fait. » Le sourire de Poirot était doux, mais son regard perçant. « Tous ? Même ceux qui ignoraient pas participer à son stratagème ?» Carrow détourna le regard, faisant mine de beurrer sa tartine. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tic-tac de la pendule, un rythme lent et régulier qui semblait faire écho aux pensées de Poirot. Plus tard, Poirot demanda à s'entretenir en privé avec l'inspecteur Graves, qui revenait de Londres avec des rapports. Ils se trouvèrent dans le bureau, où les papiers de Sir Reginald étaient soigneusement rangés sur le bureau. « L'analyse du revolver a-t-elle apporté des éléments nouveaux ?» demanda Poirot. Graves secoua la tête. « Rien d'utile, aucune empreinte. Les balles correspondent à la blessure, mais l'arme elle-même a été nettoyée. Quant au mouchoir, aucune trace, aucune fibre, aucune trace de sang, il aurait pu être placé là des heures auparavant. » Poirot hocha lentement la tête. « Il était destiné à être trouvé, inspecteur. Quelqu'un souhaite vous fournir une histoire toute faite, mais pas la vérité. » Graves fronça les sourcils. « Alors, quelle est cette votre théorie ? Parce qu'en ce moment, tout le monde chuchote à propos de cette servante. Les ragots du village disent qu'elle était amoureuse du maître. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, les éternels commérages, comme ils prospèrent là où la vérité hésite. Non, mon ami, mademoiselle Marsh n'est pas notre meurtrière. Elle est trop évidente, mais elle est importante. Quelqu'un utilise son nom comme bouclier et comme arme. » Graves laissa échapper un soupir d'irritation. « Alors, qui est votre suspect ?» Poirot esquissa un sourire. « Patience, le meurtrier nous parlera bientôt, en silence, sinon avec des mots. » Cet après-midi-là, la maisonnée tenta de retrouver un semblant de normalité, non sans mal. Lady Windermere se retira dans ses appartements, prétextant un mal de tête. Le capitaine Lyle se mit à arpenter les jardins, fumant en rond sans cesse. Evelyn aidait la gouvernante à astiquer l'argenterie, les mouvements distraits. Poirot et moi avons parcouru toute la terrasse est, où la brume était épaisse et où flottait une odeur de terre humide. « Hastings, dit-il soudain, dites-moi ce que vous pensez de notre bon capitaine. » Poirot est un homme d'action, franc, loyal, peut-être même trop loyal. « Ah, murmura Poirot, et la loyauté, mon ami, peut être un masque dangereux. Elle dissimule non seulement l'amour, mais aussi la culpabilité. » Avant que je puisse insister, un cri strident déchira le calme, le hurlement d'une femme à l'intérieur de la maison. Poirot était déjà en mouvement, se précipitant vers le bruit avec une rapidité surprenante. Nous atteignîmes l'escalier juste au moment où Evelyn Marsh descendait en courant, le visage blanc comme du marbre. « C'est Lady Windermere !» s'écria-t-elle, haletante. « Sa chambre, elle s'est évanouie, ou pire. » Poirot monta l'escalier d'un pas rapide et précis, me faisant signe de le suivre. La porte de la chambre de Lady Windermere était entr'ouverte. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés et l'air exhalait un léger parfum de lavande et une odeur métallique. Elle était allongée sur la méridienne, immobile, le visage tourné vers la fenêtre. Poirot se pencha et ses doigts effleurèrent son poignet. « Elle est vivante, ne murmura-t-il, bien qu'elle ait subi un choc terrible. » Grave apparut quelques instants plus tard, alerté par le tumulte. Que s'est-il passé ? Poirot désigna la coiffeuse. Une petite enveloppe s'y trouvait, aux bords nets et non scellés. Dessus, d'une élégante écriture, étaient inscrits les mots « À ma femme ». Lady Windermere remua légèrement lorsque Poirot ouvrit la lettre. Le silence régnait dans la pièce, hormis sa voix lorsqu'il lut à haute voix « Ma très chère, au moment où tu liras ces lignes, tu sauras ce que je n'ai pu avouer de mon vivant.
J'ai péché, non pas contre toi, mais contre mon honneur. Le passé est irréversible. Pardonne-moi, tandis que je m'en vais rejoindre le son que nul n'a entendu. R. Greaves jura entre ses dents. Une lettre de suicide? Alors le vieil homme s'est finalement suicidé? Poirot secoua lentement la tête. Non, inspecteur. Cette lettre n'est pas un aveu, c'est une construction, une solution astucieuse, certes, mais trop astucieuse. Sir Reginald était fier, obstiné, vaniteux. Il n'aurait pas écrit une sortie aussi élégante. Son style était différent. Il désigna la signature. Remarquez aussi l'écriture. Elle tremble non pas sous l'effet du temps, mais sous celui de l'imitation. Quelqu'un s'est efforcé de nous apporter la paix là où devrait régner le chaos. Evelyne, debout près de la porte, dit d'une voix faible « Alors, la lettre était censée nous faire arrêter de poser des questions. »« Ah, exactement, mademoiselle, » répondit Poirot, les yeux brillants. « Notre meurtrier s'inquiète. Ils craignent que j'en ai déjà trop vu. » Lady Windermere, reprenant ses esprits, murmura d'une voix rauque « Alors, la personne qui a tué mon mari est toujours ici ?» Poirot la regarda fixement. « Oui, madame, ils sont toujours là, et ils viennent de nous le confirmer par cette lettre. » Ce soir-là, un étrange malaise s'empara de la maisonnée. Personne n'osait parler plus fort qu'un murmure. Les domestiques se signaient en passant devant l'aile est, et même le vent semblait étouffé, comme s'il craignait de remuer les rideaux. Poirot dîna peu et parla encore moins. Il passa 1 heure dans le bureau de Sir Reginald, les mains jointes derrière le dos, le regard errant entre l'horloge sur la cheminée et les rangées de livres accrochés au mur. Lorsqu'il revint enfin au salon, où je l'attendais, son visage était grave mais animé. « Hastings, dit-il doucement, vous souvenez-vous de ce que mademoiselle March a entendu cette nuit-là, ce son que personne d'autre n'a entendu ?»« Oui, le faible sifflement. Vous pensez que c'était important ?» Poirot esquissa un sourire. « C'était la clé, mon ami. Toute l'affaire repose sur ce son. Mais avant de la comprendre, il y a une autre chose que je dois vérifier. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit bout de papier, l'enveloppe de la chambre de Lady Windermere. Il la retourna pour me montrer le verso. On y distinguait, à peine visible, mais distincte, une empreinte digitale, floue, certes, mais bien visible. « Hastings, dit-il doucement, cette estampe n'est pas celle de Sir Reginald. Elle appartient à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui a manipulé le document après sa rédaction. Et cette personne est la même qui a orchestré cette performance depuis le début. J'ai senti un frisson me parcourir. Alors tu sais qui c'est ? » Les yeux de Poirot brillaient dans la pénombre. « Pas encore, mon ami, mais bientôt. Le rideau se lèvera à nouveau, et cette fois, le silence parlera. » Dehors, le vent s'engouffrait contre les fenêtres, portant faiblement dans les couloirs un murmure, comme l'écho de ce même son mystérieux qui s'élevait à nouveau dans la nuit. Chapitre 7. L'ombre dans le jardin. Le lendemain matin, une clarté inquiétante se leva. La brume qui avait si longtemps enveloppé Windermere Hall s'était enfin dissipée, mais la lumière du soleil, qui filtrait à travers les hautes fenêtres, n'apportait aucune chaleur, seulement une clarté crue, comme pour révéler ce que l'obscurité avait tenté de dissimuler. Poirot se leva plus tôt que d'habitude, impeccablement vêtu comme toujours, et prit son petit déjeuner seul. Je le trouvai peu après, debout près de la fenêtre du salon, le regard perdu sur les jardins. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, comme la lumière peut tromper aussi facilement que l'ombre, quand on croit que la tempête est passée, c'est souvent à ce moment-là que le véritable danger surgit. » Il se retourna, l'air pensif mais incisif. « Il est temps de reparler à nos suspects. Il reste des mensonges en moi démêlés, des fils qui ne se fondent pas dans la tapisserie. Viens, mon ami. » En milieu de matinée, il avait réuni Lady Windermere, le capitaine Lyle, Evelyne March et Arthur Carrow dans la bibliothèque. La pièce, avec ses boiseries en chêne sombre et son odeur de vieux papier, semblait nous envelopper comme un tribunal silencieux. Poirot se tenait devant la cheminée, sa silhouette menue attirant tous les regards. « Messieurs, mesdames, » commença-t-il doucement, « nous devons revenir sur cette nuit-là. Chacun de vous a donné son récit, certes, mais il y a de petites, dissonances dans l'ensemble. Je dois les corriger. Lady Windermere se remua mal à l'aise sur son siège. « Monsieur Poirot, devons-nous vraiment recommencer ? » Vos nerfs, madame, interrompit doucement Poirot, pourraient encore vous sauver la vie. Vous souhaitez connaître la vérité, n'est-ce pas ? Elle releva le menton. Bien sûr que oui. Bon. Poirot se tourna vers le capitaine Lyle.
Vous dites, monsieur, que vous vous êtes retiré à 10h30 et que vous n'avez plus quitté votre chambre ensuite. C'est exact, dit Lyle d'une voix ferme, mais les mains trop serrées. Et pourtant, poursuivit Poirot, vous avez été aperçu près de la terrasse et juste avant 11h. Un des laquais a aperçu un homme en uniforme marchant vers la haie même où le revolver a été trouvé. Lyle serra les dents. C'est impossible, je suis peut-être sorti fumer une cigarette. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. Ah, murmura Poirot, la vérité, elle recommence à respirer. Une cigarette, oui, et peut-être en fumant avez-vous entendu un son, le même sifflement étrange que mademoiselle March a décrit. Lyle hésita. Non, je n'ai rien entendu de tel. Le regard de Poirot était fixe. Vous en êtes sûr, mon capitaine ? Absolument sûr ? Oui, dit-il, mais sa voix tremblait légèrement. Poirot se tourna ensuite vers Arthur Carreau. Et vous, monsieur, où étiez-vous ce soir-là avant d'arriver le lendemain ? À Londres, répondit Carreau du tac au tac. Dans mon club. Vous pouvez vérifier le registre. Poirot acquiesça. Je l'ai déjà fait. Vous avez quitté le club à 8h15 et non à minuit comme vous l'avez prétendu. Une voiture a été aperçue sur la route de Windermere peu après 9h. Le visage de Carreau s'empourpra. C'est absurde. Vous m'accusez de mentir ? Poirot haussa un sourcil. Je n'accuse, monsieur, que de ce que les preuves démontrent. Vous étiez plus près de Windermere que vous ne l'admettez. Pourquoi ? Je suis arrivé à mi-chemin, murmura Carreau après une pause. Reginald et moi nous étions disputés ce matin-là. J'ai changé d'avis quant à l'idée de le confronter ce soir-là. J'ai fait demi-tour. Très intéressant, murmura Poirot. Vous avez changé d'avis, oui, mais peut-être que quelqu'un vous a persuadé de le faire. Il se tourna alors vers Evelyn March, qui était restée silencieuse, le visage pâle, les yeux baissés. Mademoiselle, dit-il doucement, vous nous avez dit que vous lisiez dans votre chambre. Or, j'ai parlé à la femme de chambre qui vous a apporté votre plateau ce soir-là. Elle dit avoir trouvé votre porte ouverte à 10h15 et la chambre vide. Evelyne leva brusquement les yeux. Je suis allé chercher un livre à la bibliothèque, dit-elle rapidement. Je n'étais parti que quelques minutes. Poirot inclina la tête. Et pourtant, l'horloge de la bibliothèque a sonné. 10h, au moment même où le capitaine Lyle prétend avoir aperçu une silhouette près de la terrasse. Une silhouette drapée d'un châle léger. Vous possédez un châle de ce genre, n'est-ce pas ? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. La voix de Lady Windermere s'éleva, tremblante d'une fureur contenue. Monsieur Poirot, vous semblez déterminé à faire peser des soupçons sur chacun d'entre nous. Poirot esquissa un sourire. Au contraire, madame, je souhaite vous en libérer. Mais pour libérer quelqu'un, il faut d'abord piéger la vérité. Et la vérité, elle est intelligente, mais pas autant qu'Hercule Poirot. Il marqua une pause, laissant planer la tension. Hier soir, reprit-il, j'ai de nouveau examiné le bureau de Sir Reginald. Parmi ces papiers, j'ai trouvé une note curieuse, arrachée d'un registre, non signée, mais écrite à la hâte. Elle disait « Retrouve-moi près du mur du jardin à 10h, nous devons régler ça ce soir. » Un murmure parcourut la pièce. « Régler quoi ?» demanda Carreau. Poirot haussa les épaules. « Ça, je ne le sais pas encore, mais quelqu'un ici le sait. » Lady Windermere se leva brusquement. « J'en ai assez, ces questions incessantes, cette intrusion dans ma vie privée. Je vais immédiatement consulter mon avocat. » Poirot s'inclina légèrement. « Comme vous le souhaitez, madame, mais je vous déconseille de quitter le domaine avant que cette affaire ne soit réglée. » Ses yeux ont étincelé. « Est-ce une menace ?»« Une précaution, » dit Poirot d'une voix douce. « Pour votre sécurité. Et peut-être aussi pour votre conscience. » Sur ces mots, Lady Windermere quitta la pièce d'un pas vif, ses soies bruissant sur le tapis. Le capitaine Lyle la suivit en marmonnant quelque chose. Evelyne resta immobile, tandis que Carreau lança un regard noir à Poirot avant de sortir à son tour en trombe. Une fois seul, j'ai expiré bruyamment. « Vous avez mis le feu aux poudres, Poirot ?» Il sourit. « Oui, mon ami, mais les frelons, ils se piquent entre eux avant de me piquer, tu verras. » Il retourna à la fenêtre et contempla la pelouse ensoleillée. « Savez-vous ce qui me trouble le plus, Hastings ? Ce n'est pas qui a tué Sir Reginald, c'est pourquoi. Il y avait de la passion dans ce crime, certes, mais aussi du préméditation. C'est une combinaison rare. » Au fil de l'après-midi, Poirot devint inhabituellement agité. Il errait dans les couloirs, s'arrêtant de temps à autre pour contempler des portraits ou examiner un vase. À un moment donné, il entra dans le salon de musique et se tint devant le piano, faisant glisser un doigt sur les touches. Il appuya sur une seule note, un son aigu et faible, qui résonna comme un murmure dans l'air immobile. « Tu entends, Hastings ?
dit-il doucement. Le bruit que personne n'a entendu, ce n'était ni le vent, ni un sifflement. C'était ceci. Il appuya de nouveau sur la même touche, aiguë, métallique et étrangement obsédante. Quelqu'un a appuyé sur cette touche cette nuit-là, peut-être par accident, peut-être comme signal. Et ce son, cette unique note, fut la dernière chose que Sir Reginald entendit avant de mourir. Un frisson me parcourut l'échine. Mais pourquoi jouer du piano ? L'expression de Poirot se durcit. Parce que ce n'est beau, c'est pas le piano qui compte, Hastings, c'est ce qui se cache derrière. Il s'approcha du mur derrière l'instrument et tapota légèrement. Le son était creux. Un panneau, murmura-t-il. Un espace dissimulé. Je soupçonne, mon ami, que derrière ces murs se cache non seulement la vérité, mais aussi quelque chose que quelqu'un serait prêt à tuer à nouveau pour protéger. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Poirot me recommanda de rester vigilant. Cette nuit, mon ami, notre meurtrier ne connaîtra aucun répit. Il cherchera à me faire disparaître ce que j'ai découvert ou à réduire au silence celui qui l'a trouvé. L'air se refroidit, la maison retombant dans un silence pesant. Je restai éveillé bien après minuit, à l'écoute des craquements et des soupirs de la vieille demeure. Et juste avant que l'horloge ne sonne 2 heures, je l'entendis de nouveau. Le son faible et distinct d'une touche de piano enfoncée quelque part dans l'obscurité en contrebas. Poirot, depuis la pièce d'en face, ouvrit sa porte sans un mot. Son regard croisa le mien, calme mais alerte. « Le jeu reprend, Hastings, » murmura-t-il. Et maintenant, l'ombre dans le jardin commence à bouger. Chapitre 8. Le second silence. Le lendemain matin, le ciel était pâle et blafard, comme si la lumière elle-même hésitait à pénétrer dans les vastes mais inquiétantes salles de Waverley Hall. Un sentiment d'angoisse sourde s'était emparé de ses occupants, cette même immobilité étrange qui avait suivi le premier crime, mais à présent plus pesante, comme si elle pesait sur chaque surface et chaque pensée. L'air était lourd d'une peur inexprimée. Et la maison, jadis animée de rire et de musique, semblait plongée dans une veillée solennelle. Poirot, impeccable comme toujours, était assis à la table du petit salon. Devant lui, intacte, se trouvait une assiette d'œufs et de toast. Son attention n'était pas fixée sur la nourriture, mais sur la disposition des couverts, chaque pièce parfaitement alignée. Son regard était absent, mais d'une vivacité intense, fugace par moments, comme si une conversation silencieuse se déroulait dans son esprit. Mademoiselle Lilian Waverley entra, pâle et visiblement tendue. Son regard se porta nerveusement vers Poirot avant qu'elle ne s'assoie en face de lui. « Encore une nuit agitée, mademoiselle ?» demanda Poirot d'une voix douce. Elle hocha la tête. « J'ai à peine dormi. Chaque craquement du plancher me faisait penser à des pas dans le couloir. Je n'arrête pas de penser. » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil vers la porte. « Non, je n'en parlerai pas. » Poirot inclina la tête. « Vous craignez que quelque chose, ou quelqu'un, ne hante encore cette maison ?» Ses mains se crispèrent sur sa tasse de thé. « Je ne sais plus quoi craindre, monsieur Poirot. Il y a trop d'ombre, trop de secrets. » Avant que Poirot ne puisse répondre, l'inspecteur Flint fit irruption, le visage grave. « Monsieur Poirot, un autre incident. Dans le jardin. » Poirot se leva aussitôt. « Mon Dieu, encore un ?» Flint acquiesça d'un signe de tête sec. « Oui, ce n'est pas un meurtre cette fois, du moins pas encore, mais quelque chose d'étrange. » Ils se précipitèrent dehors, par les portes-fenêtres qui s'ouvraient sur le jardin brumeux. Un petit groupe s'était rassemblé près du chemin de pierre menant à la serre. Là, étendu sur l'herbe humide, se trouvait le docteur Pembroke, le médecin du village qui avait été parmi les premiers à arriver après la mort de monsieur Ellington, 2 nuits auparavant. Son visage était d'une pâleur cadavérique, sa respiration superficielle mais régulière, sa canne brisée gisait à côté de lui. Poirot s'agenouilla près de l'homme, le regard perçant et scrutateur. « Il est vivant, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Flint, évanoui, à en juger par son apparence, ou quelque chose d'approchant. Le regard de Poirot parcourut les vêtements de l'homme, les poignets tachés de terre, la légère odeur d'éther. Un médecin qui s'évanouit à la vue de la mort ? Non, cela ne me fait pas rire. Il y a quelque chose de très louche. Quand Pembroke reprit ses esprits, il semblait hébété, confus. Je ne me souviens pas, balbutia-t-il. Je suis venu tôt, pour vérifier la serre. Il m'a semblé apercevoir quelqu'un bouger parmi les fougères, puis un bruit, un étrange bourdonnement aigu. Sa voix s'éteignit, ses yeux s'écarquillant sous l'effet du souvenir. « Un bourdonnement, docteur, comme quoi ?» demanda Poirot d'un ton parfaitement calme. Comme une légère vibration, comme si l'air lui-même tremblait.
Flint fronça les sourcils. Les mêmes foutus inepties qu'avant, un son que personne d'autre n'entend. Poirot se leva lentement, époussetant une poussière invisible de sa manche. Ah, mais c'est précisément le non-sens, mon cher inspecteur, qui révèle la vérité. Il y a toujours une logique dans la folie, n'est-ce pas? Il tourna son regard vers la serre. Les vitres scintillaient légèrement sous la lumière matinale, et Poirot resta un instant immobile, étudiant les angles et les reflets avec la précision d'un mathématicien. « Nous allons faire un petit tour, Hastings. »« Me voilà, mon vieux, » dit Hastings en s'avançant. Il était arrivé tard de Londres la veille au soir, après avoir reçu le télégramme urgent de Poirot. Quelle drôle d'histoire! À peine ai-je déballé mes affaires que quelqu'un s'effondre déjà dans le jardin. Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Ah, mon ami, le moment parfait pour un ami fidèle. Venez, nous allons observer. » Ils entrèrent dans la serre. À l'intérieur, l'air était lourd et saturé du parfum des orchidées et de la terre humide. Un léger bourdonnement, presque imperceptible, semblait persister près du fond, où un petit appareil électrique reposait sur une table en bois. Poirot l'examina attentivement. C'était un phonographe, du genre de ceux utilisés pour enregistrer des dictées ou écouter des cylindres musicaux. Il souleva délicatement le couvercle. À l'intérieur, un seul cylindre de cire subsistait, portant une étiquette d'une écriture soignée, privée, réservée à M. Ellington. Poirot se tourna vers Hastings. « Vous voyez, mon ami, le mort parle encore. »« Mon Dieu, vous pensez que c'est un enregistrement ?» demanda Hastings. « Peut-être, mais nous n'allons pas encore jouer ce jeu. La patience est une vertu, surtout lorsqu'on soupçonne que le serpent n'a pas encore mué. » En quittant la serre, le regard de Poirot s'attarda sur les petites empreintes de pas près de la porte, plus petites que celles d'un homme, mais pas assez délicates pour appartenir à mademoiselle Waverley. Quelqu'un d'autre était passé par là à les observer. Plus tard dans l'après-midi, Poirot demanda à nouveau à toute la maisonnée de se réunir au salon. Sa présence était devenue presque sacerdotale, calme, exigeante, et pourtant elle inspirait une étrange vénération à ceux qui l'entouraient. La tension était palpable. « Mes amis, commença Poirot, ce matin nous avons été témoins d'un autre incident, qui revêt une certaine qualité musicale. De nouveau, il est question d'un son. De nouveau, une seule personne l'entend. N'est-ce pas curieux ? » Lord Radcliffe, visiblement irrité, prit la parole. « Si vous insinuez des inepties surnaturelles, je n'y croirai pas. » Poirot leva la main. « Au contraire, monseigneur, je ne fais que suggérer la logique, même si parfois la logique elle-même paraît surnaturelle à ceux qui vivent au milieu des mensonges. » Madame Pembroke, assise près de son mari, trembla légèrement. Le regard de Poirot se posa sur elle, sans aucune méchanceté. « Dites-moi, madame, vous étiez éveillée tard hier soir, n'est-ce pas, près du couloir ouest ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment avez-vous… » Poirot esquissa un sourire. « Votre bougie. Elle a laissé une marque sur la table en marbre, un cercle de cire. Une broutille, n'est-ce pas? Mais la vie, madame, est faite de petites choses. Pas petites choses. » Personne ne parla. Flint se tenait près de la porte, son regard passant d'un suspect à l'autre. Poirot poursuivit, d'une voix basse et posée. « Quelqu'un dans cette maison craint ce qui ne peut être entendu, un son que personne d'autre ne perçoit. Mais que se passerait-il, mes amis, si ce son n'existait pas dans l'air, mais dans l'esprit ?» Un silence si profond s'installa que même le tic-tac de l'horloge sembla hésitant. Poirot jeta un coup d'œil circulaire, son regard s'attardant sur chaque visage, l'étudiant, l'évaluant. Nous avons affaire, je crois, à un criminel intelligent, certes, mais aussi doté d'imagination. Un homme qui tue non seulement par l'action, mais aussi par la suggestion. C'est un art d'une nature terrible. Mademoiselle Waverley murmura « Vous voulez dire que quelqu'un essaie de nous rendre fous ?» Le regard de Poirot croisa le sien. « Peut-être, mademoiselle, ou peut-être la folie n'est-elle que le son de la vérité qui frappe à la porte. Et personne ne souhaite l'ouvrir. » Il a redressé ses menottes. Mais je vous le promets, bientôt nous entendrons un son que personne d'autre n'entend. Et quand nous l'entendrons, ce ne sera pas de la musique mais une confession. Les autres échangèrent des regards nerveux. Mais Poirot semblait parfaitement serein. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où le léger bourdonnement du vent se pressait contre la vitre, doux, rythmé, comme un murmure revenant d'outre-tombe. À cet instant, l'expression de Poirot changea, une brève lueur de révélation dans les yeux. Il se tourna légèrement, presque vers lui-même, et murmura « Ah, alors c'est ça le schéma. » Chapitre 9. Les murs qui murmurent. Ce soir-là, tandis que le soleil déclinait sur l'étendue grise des Landes,
Waverley Hall sembla pousser un long soupir las, le vent s'engouffrait dans les tourelles et les cheminées, emportant avec lui un étrange gémissement sourd, presque humain. La maisonnée s'était repliée sur elle-même, dans un silence pesant, chacun cherchant refuge dans ses propres craintes. Seul Poirot paraissait calme, assis près du feu dans la petite bibliothèque, une tasse de chocolat chaud refroidissant à ses côtés, ses yeux perçants reflétant le scintillement des flammes. Le capitaine Hastings se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité des jardins. « Il y a quelque chose d'inquiétant ici la nuit, dit-il. Toutes ces ombres qui se meuvent, j'aurais juré avoir aperçu quelqu'un près de la serre tout à l'heure. » Poirot, sans lever les yeux, dit calmement « Vous voyez ce que vos nerfs veulent que vous voyiez, mon ami. La peur est un artiste. Elle peint ses tableaux sur l'esprit. » « Noyes, oui, mais il est tout de même impossible que Pembroke ait été attaqué, protesta Hastings. Et ce cylindre que nous avons trouvé, vous croyez que ce n'est qu'une illusion, lui aussi ? À ces mots, Poirot leva les yeux. Non, Hastings, ce petit cylindre, ce n'est pas une illusion. C'est un message, un murmure d'outre-tombe, peut-être, mais écrit par une main de chair et de sang. Il se leva, époussetant ses manches avec une attention délibérée, et se tourna vers le petit phonographe posé sur la table voisine. Nous allons écouter maintenant, d'accord ? Mais avec des oreilles qui perçoivent non seulement les mots, mais aussi le silence entre eux. Hastings semblait inquiet. Vous êtes sûr que c'est judicieux, Poirot ? Poirot esquissa un sourire. La sagesse, mon ami, n'est pas toujours synonyme de réconfort. D'une main ferme, il remonta la manivelle et plaça l'aiguille sur le cylindre de cire. Pendant quelques instants, on n'entendit que le crépitement de la vieille machine, un murmure sec et statique, comme la pluie qui tombe sur du verre. Puis une voix s'éleva, basse, posée, distinguée, sans aucun doute celle de feu M. Ellington. « Si ce message parvient à quelqu'un d'autre qu'à moi, dit la voix, sachez que je suis en danger. Il y a, entre ces murs, des gens qui me veulent du mal. Ce son infernal, n'est pas ce qu'il paraît. Je crois. » Une distorsion soudaine interrompit la phrase, puis le silence. Le cylindre continua de tourner en sifflant légèrement avant de s'arrêter complètement. Hastings expira bruyamment. Mon Dieu, il le savait. Il savait qu'il lui arrivait quelque chose. Poirot ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient varmement fermés, comme s'il repassait chaque syllabe dans sa tête. Oui, mais vous avez entendu, Hastings, comment il a parlé de ce son, non pas comme d'une illusion, mais comme d'une vérité. Et pourtant, il ouvrit les yeux et regarda les lourds panneaux de chêne du mur. Le son que personne n'a entendu. Dis-moi, Hastings, qu'est-ce qui produit un son ? Une vibration, oui ? Oui, répondit Hastings d'un ton incertain. Et qu'est-ce qui l'arrête ? Les murs, l'isolation, la distance peut-être, mais que se passerait-il si le son ne se propageait pas dans l'air, mais dans le bois ou le métal ? Et si l'on pouvait contrôler qui entend et qui n'entend pas ? Hastings fronça les sourcils. Vous pensez que quelqu'un l'a conçu ? Un dispositif quelconque ? Poirot esquissa un sourire. Peut-être, mon ami, ou peut-être quelque chose de plus subtil, psychologique, chimique, émotionnel. Nous n'avons pas seulement affaire à un meurtre, mais aussi à une manipulation. Avant qu'Hastings ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. Mademoiselle Lilian Waverley entra, le visage pâle et tiré. « Monsieur Poirot, il y a quelque chose que vous devez voir. » Ils la suivirent dans le couloir faiblement éclairé, passant devant des portraits dont les yeux peints semblaient les suivre du regard. Elle les conduisit à l'aile ouest, dans le même hall où le corps d'Ellington avait été découvert. La pièce était restée intacte depuis cette nuit tragique, à l'exception d'un nouvel objet posé sur le sol près du bureau, un petit diapason en argent. Poirot se pencha et le ramassa délicatement. « Ah, voilà, la musique de la science, et non de l'art ?» Lilian semblait perplexe. « Il n'était pas là avant, j'en suis sûr. Quelqu'un a dû le laisser là. » Poirot le fit tourner entre ses doigts. « La laisser là, ou la laisser tomber par précipitation. Dans les deux cas, cela indique une intention. Dites-moi, mademoiselle, qui, dans la maisonnée, joue de tels instruments ? Certainement pas vous. » Elle secoua la tête. Le docteur Pembroke utilisait parfois des diapasons dans son travail médical. Pour les tests auditifs, disait-il. Poirot's eyebrows arched. Indeed ? Très intéressant. Ils retournèrent au salon où Flint les attendait, les bras croisés, visiblement exaspéré. Poirot, cela devient absurde.
Des bruits que personne n'entend, des médecins qui s'évanouissent, et maintenant tu collectionnes des jouets musicaux ?» Poirot sourit légèrement. « Ah, mon cher inspecteur, il ne faut pas mépriser les jouets des hommes, ce sont souvent les instruments du crime. » Il fit lentement le tour de la pièce, tapotant légèrement le diapason contre le rebord de la cheminée. Un léger bourdonnement emplit l'air, doux, à peine audible. Pourtant, au fond de la pièce, Madame Pembroke poussa un cri étouffé et se boucha les oreilles. « Arrêtez ça, s'il vous plaît, ce bruit !» Les autres se regardèrent, perplexes, aucun ne semblait l'avoir entendu. Le visage de Poirot se durcit. « Vous l'entendez, madame? Personne d'autre ?» Elle hocha frénétiquement la tête, les larmes aux yeux. « C'est le même son, le même qu'avant. » Poirot fit taire doucement la fourchette. Le bourdonnement s'estompa. Madame Pembroke se laissa retomber dans son fauteuil, tremblante. « Voilà, vous voyez, » dit Flint, essayant de paraître triomphant. « De l'hystérie, rien de plus. » Poirot secoua lentement la tête. « Non, ce n'est pas de l'hystérie, mais un conditionnement. On lui a fait associer une certaine fréquence à la terreur. Elle l'entend, non pas parce qu'elle existe pour tous, mais parce que son esprit a été entraîné à la percevoir. » Hastings parut horrifié. « Vous voulez dire que quelqu'un a fait des expériences sur elle ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Peut-être pas elle seule, Hastings. Peut-être plusieurs. C'est un stratagème astucieux, voire diabolique, faire de l'esprit le théâtre d'un meurtre. » Le silence se fit dans la pièce. Poirot se tourna vers la fenêtre et contempla la brume qui enveloppait le domaine comme un linceul. Il ne s'agit pas d'un simple crime passionnel, c'est un crime prémédité, précis, intelligent, impitoyable. Mademoiselle Waverley prit la parole à voix basse. « Monsieur Poirot, vous insinuez que mon père est devenu fou avant de mourir ?» Poirot se retourna vers elle, les yeux emplis d'une profonde compassion. « Poussé, oui, mais pas fou, mademoiselle. On lui a fait croire que la folie l'avait rattrapé. Et c'est peut-être là le meurtre le plus cruel qui soit. » Une horloge sonna quelque part, au fond de la maison. Le son résonna étrangement, longtemps après que la dernière note aurait dû s'éteindre. Le regard de Poirot s'attarda sur les ombres. « Inspecteur, dit-il finalement, j'aimerais revoir le bureau une dernière fois, ce soir si possible. Il y a quelque chose dans ces murs qui doit parler avant l'aube. » Flint soupira. « Comme vous le souhaitez, mais j'espère bien que vous ne poursuivez pas des fantômes, Poirot. » Poirot esquissa un sourire en ramassant son chapeau. « Ah, non, mon ami, les fantômes sont innocents. Ce sont toujours les vivants qui hantent les lieux. » Tandis qu'il descendait le couloir, le vent se leva de nouveau, un gémissement doux et tremblant qui parcourut la maison comme un soupir. Hastings frissonna. « Zut alors, Poirot, vous entendez ça ?» Poirot s'arrêta, ses yeux se plissèrent. « Oui, Hastings, mais cette fois, je pense que nous l'entendons tous les deux. » Et tandis que le son s'estompait dans le silence, les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Les murs qui murmurent, mon ami, ils commencent à raconter leur histoire. » Chapitre 10. Le rassemblement final. Le lendemain soir, un silence étrange s'était installé à Waverley Hall, plus pesant que toutes les nuits que nous avions endurées jusqu'alors. Même les domestiques, d'ordinaire si vifs dans leurs tâches, se déplacèrent dans les couloirs sur la pointe des pieds, le regard fuyant vers les murs et les recoins, comme s'ils attendaient que les ombres elles-mêmes prennent la parole. Le salon était prêt, les chaises disposées en un demi-cercle parfait, le feu allumé d'une douce lueur régulière. Poirot se tenait près de l'âtre, les mains jointes derrière le dos, observant la maisonnée réunie avec une précision calme qui contrastait fortement avec la tension palpable dans la pièce. Lady Windermere, raide comme un piquet, était assise sur sa chaise, le visage pâle, les doigts crispés sur ses genoux. Evelyn Marsh, encore tremblante des étranges événements de la veille, évitait son regard, les yeux rivés sur le tapis. Le sang-froid militaire du capitaine Lyle avait atteint ses limites, et Arthur Carrow, malgré une attitude de défi en apparence, se tortillait d'inconfort sur son siège. L'inspecteur Flynn se tenait à l'entrée, les bras croisés, son scepticisme évident, mais tempéré par la prudence. Poirot s'éclaircit la gorge, un léger bruit qui attira l'attention de tous. « Mes amis, commença-t-il, nous sommes réunis ce soir pour résoudre une affaire qui nous a tous troublés, une affaire où une vie a été fauchée et où un bruit inaudible nous a plongés dans la confusion. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. « Avant de poursuivre, permettez-moi de vous rappeler à tous qu'un crime n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Ce n'est jamais la première chose que l'on voit, mais toujours le détail négligé, la contradiction inaperçue, le murmure ignoré. » Les doigts d'Evelyn se crispèrent sur l'accoudoir de son fauteuil.
Lady Windermere se pencha légèrement en avant, comme attirée par une force invisible. Caro et Lyle échangèrent un bref regard, le visage méfiant. Poirot s'approcha de la fenêtre avec une élégance discrète et écarta le rideau. Dehors, la brume s'accrochait au sol, effleurant la haie et les bords de la pelouse. La scène du crime, bien que hors de danger immédiat, recèle encore des secrets, dit-il d'une voix douce mais insistante. La mort de M. Ellington n'était pas due au hasard. Pas plus que la tentative d'assassinat contre le docteur Pembroke, un acte destiné à tromper, à effrayer, à manipuler. Il se retourna, laissant son regard parcourir la pièce, s'attardant sur chaque personne, comme s'il pouvait lire dans les recoins les plus secrets de leurs pensées. Nous avons rassemblé des indices ? Oui. Le revolver, le mouchoir, le cylindre de cire et le diapason. Tous étaient censés nous orienter, à tort, vers des cœurs innocents. Mais l'innocence ne tremble pas sous l'examen. La culpabilité, même la plus subtile, laisse des traces. Poirot prit un petit morceau de papier sur la cheminée. « Mesdames et messieurs, voici la clé. » Il le brandit. Trouvé dans la serre, près du phonographe. Écrit à la hâte, sans signature, il évoquait une rencontre, une date et un lieu connu du seul auteur. Et pourtant, il était placé là où l'on pouvait le voir sans pouvoir le comprendre, faute d'attention. Lady Windermere en resta bouche bée. « Vous voulez dire que quelqu'un a planifié tout ça ?»« Oui, madame, dit Poirot. Le meurtrier a orchestré chaque incident, chaque son, chaque ombre. Il cherchait à semer la confusion, à effrayer, à contrôler la perception elle-même. Mais la nature humaine et les petites cellules grises finissent toujours par révéler la vérité. » Il s'avança vers le centre de la pièce. « Commençons par le premier acte, voulez-vous ? La nuit de la mort de M. Ellington. Capitaine Lyle, vous prétendiez être dans vos quartiers, or on vous a vu près de la terrasse est, à côté de la haie où se trouvait le revolver. » Le capitaine serra les mâchoires. « Je suis allé faire un petit tour, rien de plus. » Poirot inclina la tête. « Une promenade, peut-être. Mais vous n'avez pas entendu le coup de sifflet, mon capitaine ? Le signal que personne d'autre n'a entendu ? » Les yeux de Lyle s'agitèrent, trahissant une pointe d'inquiétude. « J'ai entendu quelque chose, une note, faible, comme une vibration. » L'expression de Poirot se durcit. « Ah, très bien, vous dites la vérité. Mais la note, le son, ce n'était pas vous qui l'aviez fait. Non, ce son a été créé pour impliquer quelqu'un d'autre, tout en protégeant le coupable. » Il se tourna vers Caro. « Monsieur Caro, votre récit de votre présence à Londres est partiellement vrai. Mais on vous a vu vous diriger vers Waverley tard dans la nuit. Vous affirmez être revenu après réflexion, or le compte-rendu de rendez-vous indique que vous deviez rencontrer M. Ellington près du mur du jardin. » Le visage de Caro s'empourpra. « Je voulais seulement lui parler. Rien de plus ?» Le regard de Poirot le fixait comme un étau. « Et pourtant, monsieur, la méthode du meurtre, la manipulation de la perception, ce sont là les marques d'un esprit calculateur. Un esprit que vous ne partagez peut-être avec personne d'autre ici. » Il s'approcha d'Evelyn Marsh. « Mademoiselle, vous avez perçu le faible sifflement, ce son que personne d'autre n'a entendu. Votre rôle était involontaire. Vous étiez témoin, non participante. Pourtant, le placement de votre mouchoir a servi à nous induire en erreur, à détourner les soupçons du véritable auteur. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Alors, la personne responsable, elle est ici, dans cette pièce ?» Le regard de Poirot parcourut l'assemblée. Oui, et la preuve de leur ingéniosité se trouve dans chaque détail. Le léger bourdonnement, le diapason, le cylindre de cire, tout cela n'était que des artifices pour détourner l'attention, pour masquer la main du coupable. Il marqua une pause, laissant la tension monter. Et maintenant, place au dernier acte. Poirot se tourna vers Lady Windermere. « Madame, votre chagrin, votre peur, vos tentatives de contrôle, tout était manipulé. Pourtant, le cœur du crime ne réside pas dans l'évidence, mais dans le cachet. Une personne proche, une personne de confiance, a orchestré chaque son, chaque ombre, chaque note pour se protéger tout en détournant les soupçons vers autrui. » Il prit une profonde inspiration et laissa son regard parcourir une dernière fois la pièce. Il est temps de parler franchement. Le meurtrier n'est pas celui qui tremble de peur, ni celui qui agit par colère ou par rivalité. Le coupable est celui dont la présence est calculée, dont les actes sont délibérés, dont la maîtrise des événements est totale. Tous les regards se tournèrent vers lui, grands ouverts et interrogateurs. Poirot leva le diapason, un sourire discret aux lèvres. Ce son, cette note précise et mécanique, était le dernier instrument d'une symphonie de mensonges, et c'est celui qui y avait accès, qui connaissait le phonographe
et qui avait la clairvoyance de manipuler les perceptions, qui doit répondre de ces crimes. La tension était palpable dans la pièce, l'air tendu comme une corde d'arc. « Monsieur Caro, dit Poirot d'une voix douce, c'est vous qui avez orchestré cette affaire. Vous n'avez pas tué monsieur Ellington dans un accès de rage, mais dans le cadre d'un plan minutieusement élaboré. Vous avez créé le « son » que personne n'a entendu, vous avez fabriqué de fausses preuves pour nous induire en erreur, et vous avez tenté d'intimider les autres pour les contraindre à obéir. Chaque détail, le revolver, le mouchoir, le cylindre, le diapason, confirme votre dessein. » Le visage de Caro pâlit. « Impossible. Vous n'avez aucune preuve. » Le sourire de Poirot était subtil mais triomphant. « La preuve n'est pas toujours visible à l'œil nu. Mais l'esprit humain, mon ami, laisse des traces. Vous avez sous-estimé les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Chaque contradiction, chaque hésitation, chaque peur contenue, tout cela a révélé la vérité. » Caro se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas... » Poirot fit signe à l'inspecteur Flint. « Monsieur l'inspecteur, je crois que votre présence est requise. » Flint s'avança, menottes à la main. Caro hésita, puis s'affaissa, résigné, tandis que Flint lui passait les menottes au poignet. Poirot se tourna vers les autres. « Et ainsi, mes amis, l'affaire est résolue. Le meurtrier est démasqué et justice peut suivre son cours. Mais souvenez-vous, la nature humaine est complexe. Passion et calcul s'entremêlent souvent, et ce n'est que par l'observation, la patience et la rigueur intellectuelle que l'on peut discerner la vérité. » Il jeta un regard à Evelyn et Lady Windermere, le visage empreint de douceur. « Et maintenant, vous pouvez respirer. Le son que personne n'entendait a été compris, et les ombres qui entêtent vos nuits se sont dissipées. » Hastings, encore sous le choc de cette révélation, dit doucement « Poirot, vous avez vraiment tout vu, n'est-ce pas ?» Poirot sourit, un léger éclat d'amusement dans les yeux. « Oui, mon ami, l'esprit est un instrument merveilleux, et les petites cellules grises, elles voient deux fois ce que les yeux seuls ne peuvent percevoir. Et maintenant, la symphonie du mensonge est complète. Espérons que ce soit la dernière représentation de ce genre à Waverly Hall. » Dehors, le vent soupirait dans les arbres, un son plus doux, plus léger cette fois, comme pour acquiescer à la résolution qui régnait dans la maison. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, la salle sembla respirer librement, les ombres ne pesant plus sur ses occupants. La partie était terminée, révélèrent Totter les joueurs, et le silence, enfin, avait un nom. Chapitre 11. L'écho de la vérité. Le lendemain de la révélation finale, un calme inhabituel régnait à Waverly Hall. Les occupants de la maisonnée vaquèrent à leurs occupations dans une torpeur feutrée. Chacun partageait entre soulagement et une inquiétude persistante. Même les domestiques, habitués aux tensions latentes et aux craintes murmurées des derniers jours, parlaient peu et marchaient à pas de lousse, comme s'ils craignaient de troubler une paix fragile. Pourtant, malgré l'arrestation du meurtrier, la maison conservait une vigilance quasi palpable, comme si elle attendait de voir si la vérité s'était pleinement installée. Poirot, comme toujours, était précis et méthodique dans sa routine matinale. Je le trouvai dans la bibliothèque, inspectant la disposition des livres sur les étagères, ses gestes méticuleux, presque rituels. Il ne remarqua pas immédiatement mon arrivée, son esprit visiblement ailleurs. « Mon ami, dit-il finalement en se retournant avec son calme et sa précision habituelle, voyez-vous, un crime n'est pas simplement l'acte d'ôter une vie, c'est une perturbation de l'harmonie, une dissonance dans la musique des interactions humaines. Et une fois que cette dissonance s'est produite, les échos persistent. » J'ai hoché la tête, percevant la profondeur de ces paroles. « Vous voulez dire que, même après la disparition de Caro, les effets persistent. » Exactement. La peur, la suspicion, les petits tremblements dans l'esprit des innocents, rien de tout cela ne disparaît au coup de menottes. Il faut s'occuper des répercussions, Hastings, autant que du crime lui-même. Nous avons traversé la maison en silence, passant devant les pièces qui avaient été le théâtre de tension et de terreur. Le salon, portant encore les traces de notre dernière réunion, semblait étrangement vidé de toute menace. Pourtant, le regard de Poirot était constamment attiré par de petits détails, un chandelier déplacé, une légère tache sur une vitre, une empreinte indélébile sur le tapis, là où quelqu'un avait appuyé. Chaque détail, Hastings, dit-il, est une voix. Il parle à ceux qui savent l'écouter.
Plus tard, nous avons rejoint la maisonnée dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Lady Windermere était assise, raide, en bout de table, le visage marqué par la fatigue et une appréhension persistante. Evelyn Marsh, plus calme, évitait le regard des autres, les mains sagement posées sur ses genoux. Le capitaine Lyle, jadis si sûr de lui, semblait abattu, sa posture militaire ayant fait place à une méfiance subtile. Poirot s'adressa au groupe avec une douce formalité. « Mes amis, le danger immédiat est passé. Monsieur Carroll a été placé en garde à vue et la justice suivra son cours. Mais n'oublions pas que la compréhension est aussi importante que la justice. Il est du devoir des vivants d'examiner ce qui s'est passé, de comprendre les motivations humaines, les peurs et les désirs qui ont conduit à cette tragédie. » Lady Windermere prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Monsieur Poirot, la famille se sentira-t-elle un jour de nouveau en sécurité ?» Le regard de Poirot s'adoucit. « Madame, la sécurité est autant un état d'esprit qu'une question de circonstances. L'esprit peut être troublé même dans le calme le plus absolu. Pourtant, la connaissance, la compréhension des mécanismes de la tromperie apporte une clarté que la peur ne peut supporter. Cette clarté, madame, est un bouclier plus puissant que les serrures ou les murs. » Evelyn se décala légèrement. « Mais ce son que personne n'a entendu, nous quittera-t-il un jour ?» Le regard de Poirot était fixe. Ce son, mademoiselle, n'était qu'un instrument. Il n'avait pas de vie propre. Maintenant que l'esprit qui l'a produit est de maîtriser, la perception qui l'a créé s'estompera. Elle peut persister dans la mémoire, comme les ombres après le coucher du soleil, mais la terreur n'a plus d'emprise sur vous. Le capitaine Lyle, prenant enfin la parole, déclara « J'avoue, j'ai sous-estimé la ruse qui se cachait derrière ces événements. Je pensais que les menaces étaient toujours directes, physiques. Mais celle-ci était subtile, psychologique, et bien plus dangereuse que je ne l'imaginais. » Poirot inclina la tête. « Exactement, mon capitaine. L'esprit peut être aussi mortel qu'une lame, et souvent plus difficile à défendre. Observez attentivement, soyez attentifs aux moindres incohérences, et questionnez les apparences, voilà les instruments du discernement. Le criminel le plus rusé est démasqué non par la force, mais par l'attention et la raison. » Au cours du petit déjeuner, la conversation s'orienta prudemment vers des sujets plus ordinaires. La météo, la saison mondaine à venir, l'entretien des jardins. Pourtant, même dans ces discussions anodines, Poirot remarquait les moindres hésitations, les gestes imperceptibles qui trahissaient un malaise persistant. Chaque mouvement, chaque regard, il les répertoriait silencieusement, tel un compositeur notant chaque note de la symphonie des comportements humains. Après le repas, Poirot me demanda de l'accompagner pour une dernière promenade dans le parc. La brume s'était dissipée, baignant les jardins d'une douce lumière. Mais les ombres des craintes des nuits précédentes persistaient légèrement le long des pelouses et des haies. Poirot marchait lentement, son regard parcourant les parterres de fleurs, les allées, les fenêtres du hall. « Hastings, dit-il doucement, observez le domaine comme on observe un esprit. Chaque haie, chaque arbre, chaque chemin est un élément d'un dessin plus vaste. Et comme un esprit, le domaine révèle sa vérité à ceux qui sont assez patients pour en remarquer les irrégularités. J'ai jeté un coup d'œil vers la serre dont les vitres captaient la lumière du soleil en de scintillants motifs. Le regard de Poirot a suivi le mien. Le théâtre de nombreux secrets, certes, mais la vérité ultime y est désormais. En sommeil, l'écho du crime persiste, mais l'auteur de ce drame a été réduit au silence. Il s'arrêta près du banc de pierre qui surplombait la pelouse centrale. Vous rendez-vous compte, Hastings, de la fragilité de l'équilibre de la perception humaine? Un son, une suggestion, une peur, et cela peut bouleverser l'esprit le plus ordonné. Pourtant, avec attention et raison, l'ordre peut être rétabli. J'ai acquiescé. Vous voulez dire que même après le chaos, il existe un moyen de reconstruire la confiance et la compréhension? Poirot esquissa un sourire, ses yeux reflétant le jardin baigné de soleil. Oui, mon ami, la restauration n'est pas instantanée et quelques ombres peuvent persister. Mais l'esprit humain, guidé par la raison et l'observation, peut apprendre à distinguer l'illusion de la réalité. C'est la leçon que nous laisse cette étrange affaire. À notre retour à la maison, la vie quotidienne avait repris son cours. Les domestiques se déplaçaient avec plus d'assurance, les conversations étaient plus calmes mais assurées et la tension oppressante commençait à se dissiper. La présence de Poirot, sereine et méticuleuse, semblait apaiser l'atmosphère. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les collines lointaines, projetant de longs rayons dorés sur le hall,
Poirot se tenait de nouveau près de la fenêtre du salon. « Hastings, dit-il doucement, cette affaire restera dans les mémoires non seulement pour le crime, mais aussi pour sa subtilité, son ingéniosité et la révélation qu'elle a faite de la nature humaine. Dans la nature humaine, ce n'est pas toujours la force brute qui tue, souvent c'est la peur, la suggestion et l'habile manipulation des perceptions. » Je lui ai jeté un coup d'œil, ressentant le poids de ses paroles. Et le son que personne n'a entendu? Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Ah, mon ami, ce n'était que le messager de la vérité, un son qui guide l'observateur, mais s'éteint une fois sa mission accomplie. Et maintenant, Hastings, il a rempli son devoir. Il ne reste plus qu'à réfléchir, à comprendre et à savourer la sérénité de savoir que la justice, bien que retardée par la ruse, a triomphé. Alors que la nuit tombait sur Waverly Hall, l'air semblait plus léger, plus libre. Les échos des derniers jours ne persistaient plus que comme souvenirs, un doux rappel de la frontière ténue entre perception et réalité, peur et compréhension. Poirot, calme et serein, se prépara à partir. Il quitterait Waverly Hall, comme toujours, avec une dernière observation, une réflexion philosophique et la satisfaction d'avoir éclairci la confusion. Et tandis que je le regardais rassembler ses affaires, je compris que les leçons de cette affaire, les subtilités de la nature humaine, le danger des manipulations invisibles et le pouvoir des petites cellules grises resteraient avec nous longtemps après que les dernières ombres de Waverly Hall se soient estompées dans la mémoire. Chapitre 12. Le son qui fut entendu. L'air matinal sur Waverly Hall était vif, chargé d'un léger parfum de rosée et des landes lointaines. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait véritablement paisible. Pourtant, entre ses murs, les événements de la semaine passée avaient laissé des traces subtiles, une légère méfiance dans le regard des domestiques, une conscience tacite que la vie avait basculé. Poirot se déplaçait calmement dans les couloirs, ses pas précis et mesurés, ses petites cellules grises, toujours en alerte face à la moindre irrégularité. Je le suivis en silence, consciente que le dénouement de cette affaire complexe se déroulerait d'une manière que lui seul pouvait orchestrer. Toute la maisonnée avait été convoquée, mais personne, en dehors du cercle restreint des suspects, ne savait précisément ce qui allait se produire. Même les domestiques chuchotaient entre eux, spéculant nerveusement sur les intentions de Poirot. Lorsque nous entrâmes dans le salon, la pièce était agencée avec un soin méticuleux. Des chaises formaient un demi-cercle autour de la cheminée, le feu crépitant doucement et projetant de longues ombres vacillantes sur le parquet ciré. Les suspects, Evelyn Marsh, Lady Windermere, le capitaine Lyle et même le discret Arthur Carrow étaient assis, le visage tendu par l'attente. L'inspecteur Flint se tenait près de la porte, les bras croisés, son expression mêlant scepticisme et curiosité. Le regard de Poirot parcourut la pièce, s'attardant sur chaque personne, scrutant leur posture, leurs réactions les plus subtiles. Il tenait en main le cylindre de cire qui avait jadis semé la terreur et la confusion. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme et posée, nous sommes réunis ici, non pour accuser, mais pour révéler. L'affaire qui a troublé Waverly Hall est désormais close. Pourtant, la vérité doit être portée à la connaissance de tous, et non pas simplement soupçonnée dans l'ombre. » Il posa le cylindre sur le petit phonographe et le remonta avec précaution, plaçant l'aiguille avec une précision extrême. Le doux crépitement laissa place à la voix de feu Monsieur Ellington, prononçant des mots qui, jusque-là, n'avaient de fait qu'évoquer le danger qui rôdait dans la maison. Si cela parvient à d'autres oreilles que les miennes. Poirot interrompit doucement l'enregistrement. Voyez-vous, mes amis, Monsieur Ellington a tenté de laisser un message. Mais ce message, à lui seul, ne pouvait révéler l'identité du criminel. Le véritable dessein résidait dans la manipulation de la perception, dans ce son que personne n'a entendu, un son destiné à effrayer, à semer la confusion et à induire en erreur. Il se tourna vers Carrow, qui restait figé, les poings serrés. « Monsieur Carrow, vous avez été habile, certes. Vous avez semé la peur, semé la zizanie et tenté de détourner les soupçons. Vous avez manipulé non seulement l'environnement, mais aussi les esprits de ceux qui vivaient ici. Pourtant, l'habileté ne saurait masquer ce que la nature humaine trahira toujours. » Les lèvres de Carrow tremblaient. Je n'avais pas l'intention. Poirot leva doucement la main. L'intention importe peu face à des conséquences aussi graves. Vous avez utilisé la peur comme une arme, et ce faisant, vous avez détruit la confiance, mis des vies en danger et orchestré un meurtre. Il commença à relater les événements avec une précision méticuleuse, le faible bruit qui avait terrifié Madame Pembroke, la diversion avec le diapason, le cylindre de cire qui avait enregistré un avertissement,
tout en dissimulant l'identité du manipulateur. Chaque action, chaque contradiction subtile dans les récits de la maisonnée fut mise à nu. Poirot démontra comment le moment choisi pour chaque incident, la disposition des preuves et les réactions de chacun avaient fait partie d'un plan savamment orchestré. « Remarquez, dit Poirot en attirant l'attention sur le diapason, comment la hauteur et l'emplacement du son garantissaient que seuls certains esprits percevraient la sonorité. Remarquez aussi comment le placement du cylindre et du mouchoir a détourné les soupçons vers ceux qui n'avaient rien à voir avec le crime. Le visage de Caro avait pâli, son masque de défi se fissurant enfin. « Je vois maintenant que tout m'accuse, murmura-t-il d'une voix étranglée. Oui, monsieur, chaque détail, chaque tremblement dans l'esprit des autres, chaque hésitation dans les paroles, c'était vous. Et pourtant, ce n'est ni la force brute ni les aveux qui vous ont démasqué, mais l'observation et la logique. » Poirot marqua une pause, laissant la gravité de la révélation imprégner la pièce. La justice n'est pas seulement le fruit de l'action, mais aussi de la compréhension. Ceux qui commettent et s'en répètent des méfaits peuvent se croire intouchables, pourtant la nature humaine est un miroir. Elle reflète même les stratagèmes les plus ingénieux. Il fit un geste vers l'inspecteur Flint. « Monsieur l'inspecteur, la responsabilité de la justice vous incombe désormais. » Flint s'avança, menottes à la main. Caro, le regard vide, n'opposa aucune résistance. L'assemblée laissa échapper un soupir collectif, un soulagement qui sembla se propager dans les murs de Waverly Hall. Poirot se tourna vers les autres membres de la maisonnée. « Ainsi, mes amis, le trouble qui menaçait votre tranquillité est terminé. Le bruit que personne n'entendait, jadis présageant la peur, est désormais compris comme un indice, un guide vers l'esprit du criminel. Nous pouvons maintenant aller de l'avant, plus sages, et plus prudents, mais aussi soulagés. » Lady Windermere, retrouvant son calme, dit doucement « Monsieur Poirot, il semble impossible qu'un seul esprit puisse manipuler autant d'événements avec une telle subtilité. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, madame, ce sont souvent les plus petits détails qui ont le plus d'importance. L'esprit humain est sensible aux nuances. Même la peur peut être mesurée, et même le silence peut être une arme. » Evelyn Marsh, toujours pâle, mais plus assurée maintenant, dit « Donc le son, il n'a jamais été surnaturel, c'était seulement du contrôle ?» Poirot inclina la tête. « Exactement. Le son existait, mais seulement pour ceux dont la perception était guidée pour l'entendre. C'est là le pouvoir de la manipulation, mes amis. On peut créer la peur, mais l'esprit, lorsqu'on l'observe attentivement, trahit la vérité. » Tandis que la maisonnée assimilait le dénouement, l'expression de Poirot s'adoucit. Il contempla la lande, au loin, par-delà les fenêtres, où le soleil matinal perçait enfin la brume persistante. Ainsi, l'affaire est close. Justice a été rendue, le criminel appréhendé, et l'esprit des innocents préservé de toute manipulation. N'oublions cependant pas que l'ingéniosité humaine, pour le meilleur ou pour le pire, est une force qu'il faut toujours surveiller avec la rigueur de la raison. Il marqua une pause, puis ajouta avec son élégance habituelle « Et maintenant, mes amis, nous pouvons prendre congé de la peur. La voix que personne n'a entendue s'est enfin fait entendre, et l'écho de la vérité perdure. » Le silence régnait dans la maisonnée, un sentiment collectif de soulagement s'installant dans la pièce. Poirot, calme et serein, ajusta son manteau et son chapeau, prêt à partir comme toujours, laissant derrière lui clarté, ordre et la leçon que même les machinations humaines les plus complexes pouvaient être dévoilées à un œil patient. En sortant dans l'air frais du matin, Hastings ne put s'empêcher de s'émerveiller du dénouement d'une affaire aussi extraordinaire. Poirot, c'est remarquable. Chaque détail, chaque hésitation, chaque tremblement, toutes les pièces d'un puzzle parfaitement assemblées. Poirot sourit doucement. « Oui, Hastings. Et souvenez-vous toujours, l'esprit est un instrument merveilleux. Guidé par la raison et les petites cellules grises, il révèle ce que l'œil seul ne peut voir. Ainsi se termine l'affaire du bruit que personne n'a entendu. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, emportant avec lui un doux bourdonnement naturel, un son final et réconfortant que tous entendaient, le son de la justice, de la clarté et de la paix retrouvée à Waverly Hall.